Imagine que la police pénètre dans une propriété isolée aux abords du désert et dès les premières minutes, chaque membre de l'équipe ressent que quelque chose ne correspond pas. Pas à cause d'un détail précis, mais à cause du silence, à cause de la manière dont chaque pièce donne l'impression que quelqu'un n'y a pas simplement vécu, mais y a surveillé quelque chose. Avant même que les agents n'aient fouillé toute la maison, ce sentiment inconfortable s'installe. Cette affaire est plus vaste qu'un simple décès. Et c'est exactement là que l'histoire commence. Si tu aimes les secrets sombres, les lieux cachés et les enquêtes qui deviennent de plus en plus inquiétantes à chaque minute, reste attentif. Car ce que les agents ont découvert cette nuit-là n'a pas seulement changé l'affaire, mais aussi tout ce qu'ils pensaient savoir sur la maison et son propriétaire. La femme fut découverte en premier, immobile dans une pièce secondaire, inaperçue depuis des jours, alors même qu'à l'intérieur des murs de la propriété, chaque bruit, chaque mouvement, chaque changement semblait avoir été enregistré. Le propriétaire, un homme très âgé vivant reclus, se trouvait non loin de l'entrée. À première vue, tout semblait tragique mais simple. 2 morts, une propriété isolée, aucun témoin, aucun appel à l'aide. Mais plus les agents restaient sur place, plus il devenait évident que la scène n'était pas chaotique. Rien ne semblait paniquer, rien ne semblait laissé au hasard. Les meubles avaient été déplacés, les compartiments privés ouverts, les caméras internes désactivées, tandis que les systèmes de sécurité extérieure fonctionnaient à pleine sensibilité. Quelqu'un n'avait pas perdu le contrôle. Quelqu'un avait consciemment décidé ce qui devait être vu et ce qui devait rester caché. La propriété elle-même rendait cette erreur facile. De hauts murs de pierre, des portails massifs, des capteurs le long de l'allée, protégés de toute vue directe. Pour un observateur extérieur, cela ressemblait à la prudence excentrique d'un homme riche. Pour les enquêteurs, cela ressemblait à autre chose, à un lieu qui devait être protégé non seulement des intrus, mais de toute découverte. Lorsque les techniciens analysèrent les journaux du système de sécurité, une séquence troublante apparut. La femme était morte en premier. Le même jour, toutes les caméras intérieures avaient été désactivées. Dans les jours suivants, aucun appel d'urgence, aucun message, aucune demande d'aide. À la place, le système indiquait plusieurs interventions manuelles à des points de la maison qui n'auraient jamais dû être concernés. L'un d'eux se trouvait dans la bibliothèque, derrière un mur qui, selon les anciens plans, n'existait tout simplement pas. Les agents se retrouvèrent finalement devant cette section de la bibliothèque qui à première vue ne présentait rien de particulier. Une étagère remplie de livres anciens, lourde et massive, comme si elle n'avait pas été déplacée depuis des décennies. Pourtant, les données du système de sécurité contredisaient cette impression. Une activité y avait été enregistrée à plusieurs reprises, non pas au hasard, mais de manière ciblée. L'un des enquêteurs posa prudemment la main sur le bord de l'étagère et sentit immédiatement qu'elle n'était pas fixée solidement au mur. Avec un léger craquement à peine audible, le bois se mit en mouvement. Ce qui se trouvait derrière n'était pas une pièce ordinaire, c'était un accès. Un passage étroit menant vers le bas dans une obscurité totale. L'air qui s'échappait de cette ouverture était frais et sec, avec une odeur métallique qui n'avait rien à faire dans une maison d'habitation. Personne ne dit un mot, mais tous pensèrent la même chose. Cela n'avait rien d'improvisé, c'était planifié. Les premiers pas vers le bas furent prudents, presque hésitants. Des murs en béton, renforcés par des poutres d'acier, descendaient sur plusieurs mètres. La structure semblait stable, presque industrielle, comme si elle avait été construite par quelqu'un ayant de l'expérience dans les installations sensibles. L'un des techniciens remarqua l'espacement régulier des fixations et fronça les sourcils. Ce n'était pas un projet amateur, c'était un travail précis. Puis, après quelques mètres, tout changea. Le béton s'arrêtait brusquement, les poutres d'acier disparaissaient. À leur place, les murs devenaient rugueux, irréguliers, faits de pierres manifestement travaillées à la main. Des milliers de petites marques indiquaient l'usage d'outils, mais pas modernes. La température variait légèrement et l'air semblait plus dense, comme transformé au fil du temps. Un léger bruit se fit entendre. Pas fort, pas clairement identifiable, plutôt une vibration profonde, à peine perceptible, qui traversait les murs. Un des enquêteurs s'arrêta et posa la main sur la pierre. Pendant un instant, personne ne parla. Puis, il retira lentement sa main, comme s'il avait ressenti quelque chose d'inexplicable. Plus bas, le passage s'ouvrait sur une pièce plus vaste. Le sol était lissé, non pas naturellement, mais volontairement travaillé. Des lignes parcouraient sa surface, formant des motifs complexes qui semblaient aléatoires au premier regard, mais révélaient une structure à y regarder de plus près. Un expert s'agenouilla et suivit les lignes du regard. Ce n'étaient pas des rayures. C'était un système. Dans un coin se trouvaient des caisses, en bois, anciennes mais solides. À l'intérieur, des pièces métalliques, fabriquées d'une manière inhabituelle, comme si elles avaient été moulées d'un seul bloc. Pas de soudure,
pas de connexion visible. Un technicien en souleva une avec précaution et la tourna dans la lumière. « C'est étrange, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Mais le véritable centre de la pièce se trouvait sur le mur opposé. Un câble épais y courait, isolé et protégé, semblant sortir directement de la roche. Il menait à un appareil fixé contre la paroi. Ni haut-parleur, ni microphone, rien de reconnaissable au premier coup d'œil. Et pourtant, il était actif. De petites indications discrètes montraient que quelque chose était en train d'être enregistré. Un spécialiste expliqua à voix basse qu'il pouvait s'agir d'un système captant des vibrations, des mouvements transmis à travers la pierre solide. Aucun contact direct nécessaire, aucune communication visible, seulement la détection des plus infimes variations du matériau lui-même. Tous les regards se tournèrent alors vers le mur vers lequel l'appareil était orienté. Et là se trouvait quelque chose que personne n'avait prévu. Une grande surface métallique, massive, entièrement encastrée dans la roche. Lisse, sans poignée, sans ouverture visible. Les bords étaient soudés, parfaitement scellés, comme si quelqu'un avait délibérément empêché toute réouverture. Pendant un instant, le silence fut total. Puis la signification devint claire. Ce n'était pas une porte destinée à protéger. C'était une porte destinée à enfermer quelque chose. La prise de conscience ne fut pas soudaine, mais progressive, presque réticente. Chacun dans la pièce comprit en même temps qu'il n'avait pas simplement découvert quelque chose de caché. Il se trouvait face à quelque chose qui avait été enfermé intentionnellement, et de manière si définitive que même ceux qui l'avaient construit n'avaient apparemment prévu aucun moyen de l'ouvrir à nouveau. Les spécialistes commencèrent immédiatement à documenter chaque détail. Les soudures le long des bords étaient uniformes, continues, sans interruption. Aucun point faible, aucun mécanisme, aucune charnière. Rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une porte au sens classique. Tout donnait l'impression d'un saut. La vibration légère, auparavant à peine perceptible, semblait maintenant plus intense. Ou peut-être y prêtait-il simplement plus attention. Un technicien ajusta son appareil de mesure et observa les valeurs. Elles étaient inhabituelles, pas chaotiques, pas aléatoires. Elles se répétaient à intervalles réguliers, comme si quelque chose de l'autre côté produisait un rythme. Un autre enquêteur suivit le câble vers l'arrière, aussi loin que possible, et constata qu'il ne menait pas n'importe où. Il remontait vers la maison, directement vers une zone considérée jusqu'alors comme le refuge privé du propriétaire. Soudain, tout prit une autre dimension. Ce lieu n'avait pas été oublié. Il avait été surveillé, régulièrement. Les appareils montraient des signes clairs d'entretien. La poussière avait été nettoyée, les contacts étaient propres, les vis intactes. Quelqu'un était venu ici récemment, pas il y a des années, peut-être même quelques jours auparavant. Un regard circula dans la pièce. Personne ne le formula à voix haute, mais la conclusion était inévitable. Le vieil homme, retrouvé à l'étage, connaissait cet endroit. Plus encore, il l'utilisait. La seule question était « pourquoi ?» L'un des experts s'agenouilla de nouveau sur le sol, cette fois avec un autre appareil. Il préleva avec précaution un échantillon dans une légère cavité de la pierre. Une poussière extrêmement fine, presque invisible. Sous la lumière, elle semblait banale, mais l'analyse révélerait plus tard qu'elle ne provenait pas uniquement de la roche elle-même. Il y avait des traces organiques, assez récentes pour ne pas être écartées comme un simple hasard. Cela changea définitivement l'atmosphère de la pièce. Jusqu'à cet instant, on aurait encore pu interpréter l'ensemble comme une construction étrange, mais explicable. Un ancien bunker, une installation privée, peut-être le vestige d'une autre époque. Mais les indices d'une activité récente, de quelque chose de vivant, ou du moins présent il y a peu, rendaient ces explications insuffisantes. L'un des enquêteurs se redressa et regarda de nouveau la surface métallique. « Si c'est vraiment scellé, dit-il à voix basse, alors quelqu'un a décidé qu'il valait mieux ne jamais l'ouvrir. » Personne ne le contredit. À la place, la documentation fut intensifiée. Photographies sous tous les angles, mesures, prélèvements. Chaque étape fut vérifiée 2 fois. En même temps, un message fut envoyé à l'unité de commandement restée à l'étage. La réponse arriva rapidement. D'autres équipes étaient déjà en route. La situation allait être réévaluée, non plus comme un décès ordinaire, mais comme quelque chose de plus vaste que le lieu lui-même. Les minutes suivantes s'écoulèrent dans une tension palpable. Les enquêteurs se replièrent légèrement pendant que des spécialistes supplémentaires arrivaient. Leur équipement n'avait rien de comparable à celui utilisé jusque-là. Plus lourd, plus précis, conçu pour des scénarios que l'on n'attend normalement pas dans une propriété privée. Quelques échanges brefs, des voix étouffées, puis des consignes claires. Personne ne devait toucher la barrière. Aucune tentative d'ouverture. Aucune expérimentation. Tout devait rester exactement tel quel. Cette décision surprit certains des présents, mais personne ne la remit en cause. L'autorité avec laquelle elle avait été prise ne laissait place à aucune discussion.
L'attention se reporta donc sur ce qui était déjà établi. Les données de mouvement dans la maison, les caméras désactivées, le maintien délibéré des systèmes de sécurité extérieure, les traces récentes sur le mécanisme d'accès. Tout indiquait que, dans les jours précédant sa mort, une série d'actions avait été menée. Pas au hasard, pas dans la confusion, mais selon une logique précise, comme si quelqu'un avait suivi une procédure définie. Et cette procédure s'était achevée ici, sous terre, ou peut-être avait-elle commencé ici. Pendant qu'en bas les spécialistes poursuivaient leur travail, un second tableau commençait à se former à l'étage. Une autre équipe fouillait les pièces privées du vieil homme avec une attention nouvelle. Ce qui avait d'abord ressemblé au désordre organisé d'une vie recluse prenait maintenant une toute autre signification. Dans la chambre, un détail attira immédiatement l'attention. Juste à côté du lit, à demi dissimulé par un fauteuil lourd, se trouvait un petit appareil, à peine plus grand qu'une vieille radio. Il était discret, presque démodé. Pourtant, les câbles qui en partaient ne disparaissaient pas dans le mur, mais sous le plancher. L'un des techniciens les suivit avec précaution, puis acquiesça doucement. « Ça vient d'en bas », dit-il. L'appareil était actif. Un bruit faible et régulier remplissait la pièce, presque inaudible, mais constant. Pas un son au sens habituel, plutôt une pulsation, comme un battement lointain, presque organique. Personne n'eut besoin d'expliquer ce que cela signifiait. Rien n'était évident. Il ne s'était pas contenté de vivre ici. Il écoutait, jour après jour, année après année. L'idée qu'un homme ait volontairement vécu à côté de ce signal continu et inquiétant fit hésiter même les enquêteurs les plus expérimentés. Ce n'était pas une installation accidentelle, c'était un choix, et cela durait depuis très longtemps. Sur une petite table, près du lit, se trouvaient des notes, des feuilles volantes, partiellement remplies, certaines couvertes de dessins, des cercles, des lignes, des motifs récurrents. Plusieurs enquêteurs y reconnurent immédiatement des similitudes avec les marques observées dans le tunnel. On aurait dit qu'il avait tenté de retranscrire ce qu'il entendait. Un relevé, pas parfait, pas scientifique au sens strict, mais méthodique. Des indications d'heures, des répétitions, des écarts. Il était clair qu'il ne se contentait pas d'observer, il analysait. Et ce, depuis très longtemps. Une autre découverte vint renforcer cette impression. Dans une armoire fermée, des archives plus anciennes avaient été soigneusement classées. Les premières remontaient à plusieurs décennies. Au fil des années, l'écriture devenait plus incertaine, les traits moins nets, mais la structure restait identique. Il n'avait jamais cessé. Même lorsque son corps s'affaiblissait, même lorsque sa mémoire commençait à lui échapper. Le motif se retrouvait partout. Dans le tunnel, de nouvelles mesures confirmèrent que le signal n'était pas constant. Il variait légèrement, à intervalles réguliers, trop précis pour être dû au hasard, trop stable pour paraître d'origine naturelle. L'un des spécialistes parla d'une séquence. Un autre le corrigea avec prudence. Peut-être que ce n'était pas un signal au sens classique. Peut-être que c'était une réponse. Le débat resta ouvert, mais une chose était certaine. Quoi qu'il y ait derrière cette barrière, ce n'était pas parfaitement silencieux. Et ce n'était pas parfaitement mort. À ce moment-là, le centre de commandement reçut de nouvelles informations. Des données qui ne provenaient pas de la maison, mais de sources externes. D'anciens rapports, oubliés depuis longtemps, devenaient soudain pertinents. Des stations de mesure dans la région avaient enregistré pendant des années de très faibles secousses. Toujours à la même heure, toujours avec une intensité comparable. 2 heures du matin. Certains de ces rapports avaient été classés à l'époque comme des anomalies techniques. D'autres avaient simplement été oubliés. Mais à présent, en lien avec ce qui se trouvait sous la maison, ils formaient un motif, une autre pièce du puzzle. L'ambiance changea à nouveau. Ce qui avait d'abord semblé être une découverte isolée prenait peu à peu la forme d'un ensemble plus large. Pas seulement un lieu, pas seulement une structure, mais un système. L'un des enquêteurs principaux consulta les données en silence. Puis, après un instant, il donna un ordre qui surprit tout le monde dans la pièce. Sécuriser tous les accès extérieurs, restreindre les communications. Aucune information ne devait sortir. Les raisons ne furent pas longuement détaillées, mais elles étaient assez évidentes. La situation avait franchi un seuil. Ce n'était plus une affaire ordinaire, et les procédures habituelles ne s'appliquaient plus. Au même moment, d'autres véhicules arrivèrent à la limite de la propriété, sans marquage, sans indication d'appartenance. Les personnes qui en descendirent se déplacèrent calmement, avec assurance, comme si elles connaissaient déjà la nature de la situation. Elles ne posèrent aucune question, elles n'en avaient pas besoin. À la place, elles prirent la coordination. Dans le tunnel, le travail continua, mais selon de nouvelles consignes. La barrière demeurait intouchée, mais tout le reste fut examiné avec encore plus de minutie. Chaque surface, chaque trace, chaque variation fut relevée. Un détail attira particulièrement l'attention. L'usure de certaines zones du sol.
elles n'étaient pas réparties uniformément. Elles se concentraient dans un couloir étroit menant directement à la surface métallique, comme si ce trajet avait été parcouru encore et encore, aller, retour, pendant des années. Et ces traces n'étaient pas toutes anciennes. Certaines étaient suffisamment récentes pour se distinguer nettement. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il était venu ici dans les derniers jours de sa vie, plus d'une fois. La question n'était plus de savoir s'il connaissait cet endroit, mais de comprendre comment il s'en servait et pourquoi il avait continué jusqu'au bout. La réponse à cette question ne se révéla pas à travers un seul élément de preuve, mais à travers l'assemblage de nombreux détails. Dans le tunnel, chaque trace était désormais examinée 2 fois, chaque mesure vérifiée à plusieurs reprises. Et pourtant, ce sentiment persistait. Il ne faisait qu'effleurer la surface de ce qui se déroulait réellement ici. Un technicien se concentra de nouveau sur l'appareil fixé au mur. Il ajusta prudemment les réglages, isola certaines plages de fréquence, filtra les interférences. Pendant un instant, rien ne sembla changer. Puis, la pulsation devint plus nette, plus structurée, pas plus forte, mais plus claire. Ce n'était pas un simple bruit uniforme, il y avait des motifs, des répétitions, des pauses qui ne semblaient pas aléatoires. Le technicien leva les yeux vers ses collègues, hésita un instant, puis relança l'enregistrement. Cette fois, tout s'écoutait avec plus d'attention. Un rythme, pas comme un défaut mécanique, pas comme un phénomène naturel, mais comme quelque chose qui s'organisait lui-même. S'agissait-il d'une intention ou simplement d'un effet secondaire? Personne ne pouvait le dire immédiatement, mais c'était suffisant pour modifier à nouveau la perception de la situation. Le centre de commandement fut informé, et cette fois la réaction fut encore plus déterminée. Des mesures d'isolation supplémentaires furent ordonnées. Tous les enregistrements furent centralisés. Aucun élément ne devait quitter le site sans autorisation. L'atmosphère devint plus tendue, plus contrôlée. Chaque action faisait désormais partie d'un plan plus large, dont tous ne connaissaient pas les détails. Certains des enquêteurs initiaux se retirèrent d'eux-mêmes, laissant la place aux nouvelles équipes. À l'étage, le travail se poursuivait en parallèle. Les notes du vieil homme furent numérisées, classées, comparées entre elles. Page après page, il devenait évident qu'il ne s'était pas contenté d'observer passivement. Il avait réagi. Certains jours, ses relevés étaient plus denses, plus détaillés. D'autres, presque vides. Des annotations indiquaient des variations dans le signal. De petits commentaires, difficiles à déchiffrer, mais récurrents, plus forts, plus tôt, irréguliers. Et une fois soulignés plusieurs fois, plus comme avant. Ces 3 mots restèrent suspendus dans la pièce. Ils suggéraient qu'un changement s'était produit, pas brutalement, mais progressivement, sur une durée que ces notes permettaient de reconstituer. Les derniers relevés étaient particulièrement troublants. L'écriture était tremblante, parfois presque illisible, mais la fréquence des observations avait augmenté. Plus d'annotations en moins de temps, plus de corrections, plus de répétitions, comme s'il avait essayé de suivre quelque chose qui lui échappait, ou qui évoluait plus vite qu'il ne pouvait le consigner. Au même moment, une nouvelle découverte fut faite dans le tunnel. À proximité de la barrière métallique, légèrement décalée sur le côté, des traces infimes avaient été négligées lors du premier passage. Sous un éclairage adapté, elles devinrent visibles. Des marques fines, pas clairement identifiables, mais pas aléatoires non plus. L'analyse commença immédiatement. Les premiers résultats indiquaient qu'il ne s'agissait pas de simples dépôts. Leur composition était inhabituelle, partiellement organique, mais pas entièrement identifiable. L'information fut transmise à l'étage. La réaction fut rapide. L'accès à certaines zones fut restreint. Seul le personnel autorisé pouvait désormais s'approcher de la barrière. La question qui flottait dans l'air, sans être formulée, devenait de plus en plus insistante. Qu'avait-il surveillé là-dessous? Et surtout, pourquoi seul? Les éléments recueillis jusque-là indiquaient que cet état ne datait pas d'hier. La structure du tunnel, les dispositifs installés, les relevés sur plusieurs décennies, tout suggérait une utilisation longue, continue. Et pourtant, certains indices montraient que quelque chose avait changé, que ce qui était autrefois stable ne l'était plus. Un analyste principal formula cela avec précaution. S'il a observé si longtemps, alors il savait comment cela devait être. Un silence. Et s'il note que c'est différent, alors ça l'est vraiment. Personne n'eut besoin de demander ce que cela impliquait. Les conséquences étaient évidentes. Le centre de commandement se retira pour une réunion interne. Les échanges furent courts, précis, sans superflu. Des décisions furent prises sans être entièrement expliquées.
Lorsque le groupe revint, les priorités avaient changé. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre ce qui s'était passé, mais de s'assurer que cela reste tel que c'était, inchangé, scellé, contrôlé. Dans le tunnel, le signal continuait d'être enregistré, heure après heure. Les données s'accumulaient, étaient comparées, analysées. Les premiers modèles m'avaient tenté donc de décrire le motif. Mais aucun n'était parfait. Il y avait des écarts, de petites irrégularités impossibles à expliquer complètement. Et c'était précisément ces irrégularités qui attiraient l'attention, car elles correspondaient aux dernières notes, aux avertissements, aux changements qu'il avait décrits. Peu à peu, une idée s'imposa. Il n'était pas en train d'observer un état figé, mais un processus qui n'était peut-être pas terminé. Cette prise de conscience modifia tout. Jusqu'alors, beaucoup avaient supposé qu'ils avaient affaire à quelque chose du passé, une structure, un secret, désormais découvert. Mais les données contredisaient de plus en plus cette hypothèse. Dans la salle de contrôle à l'étage, plusieurs écrans affichaient désormais des analyses en temps réel. Fréquence, courbe, comparaison. À première vue, les lignes semblaient calmes, presque monotones. Mais en observant plus longtemps, les variations devenaient visibles. Un analyste zooma sur une section. Ici, dit-il en désignant un léger changement. Ça se répète, pas exactement, mais c'est similaire. Un collègue acquiesça lentement, comme une adaptation. Le mot resta suspendu. Adaptation signifiait réaction. Quelque chose ne se contentait pas d'exister. Quelque chose répondait. Dans le tunnel, une nouvelle série de mesures fut lancée. Cette fois, l'attention se porta exclusivement sur la barrière métallique. Des capteurs furent installés à distance, sans contact direct. L'objectif, détecter les moindres variations de température, de pression, de vibration. Les résultats arrivèrent plus vite que prévu, et ils n'étaient pas rassurants. Des fluctuations minimes, mais mesurables, apparaissaient, synchronisées avec le signal enregistré, comme si ce qui se trouvait derrière la barrière ne produisait pas seulement des vibrations, mais influençait physiquement son environnement. Un technicien recula légèrement, expira lentement. « Ce n'est pas un sens unique, » murmura-t-il. « Ça ne vient pas seulement d'un côté. » La signification était claire. Si la barrière réagissait, elle n'était pas une simple séparation. Elle faisait partie du système, un système encore actif. À l'étage, les notes furent relues une fois de plus. Une ligne presque ignorée jusque-là attira soudain l'attention, réagit à la proximité. Personne ne savait exactement quand elle avait été écrite. Mais dans le contexte actuel, elle ressemblait à un avertissement. Le centre de commandement fut immédiatement informé. Cette fois, la réaction fut rapide et sans hésitation. Le périmètre autour de la barrière fut élargi. Toutes les personnes non essentielles furent évacuées du tunnel. La priorité avait encore changé. Il ne s'agissait plus seulement d'observer, mais de maintenir une distance. Plusieurs des enquêteurs initiaux furent complètement retirés de l'opération. Leur rôle était terminé. À leur place, d'autres intervenants prirent en position. Moins d'explications, plus d'action. À l'extérieur, la sécurité fut renforcée. De nouveaux véhicules arrivèrent. Des points de contrôle supplémentaires furent installés. En quelques heures, la propriété devint une zone entièrement contrôlée. Dans le tunnel, une équipe réduite resta en place. Elle surveillait les instruments en temps réel. Le signal continuait, mais les variations devenaient plus fréquentes. Pas brusquement, mais clairement. Un analyste fronça les sourcils. Les intervalles se raccourcissent. Un autre vérifia les calculs. C'était exact. Le processus s'accélérait, lentement, mais sûrement. Tous les regards se tournèrent vers la barrière, toujours immobile, toujours silencieuse, mais désormais perçue autrement. Comme un point central, une question s'imposa. Que se passerait-il si ce processus continuait? Le centre de commandement posa cette question en interne. Les réponses restaient incertaines, mais suffisantes pour déclencher de nouvelles mesures. Des protocoles d'urgence furent activés. Des ressources supplémentaires demandées. Un mot revenait souvent. Contingence. Prévoir l'imprévisible. À l'étage, l'appareil continuait de fonctionner. Personne ne l'avait éteint. Personne n'avait tenté de couper le lien. Peut-être par crainte, peut-être par nécessité, ou peut-être parce qu'il était déjà trop tard. La nuit tomba. Avec elle, un calme inquiétant s'installa. Mais sous cette apparente tranquillité, le processus continuait. Mesurable, inévitable. Et quelque part, profondément sous terre, le motif se poursuivait, impulsion après impulsion, comme si quelque chose attendait, ou se préparait. Avec l'arrivée de la nuit, quelque chose changea encore, subtilement, mais de manière perceptible. Pas seulement dans les données, mais dans les attitudes. Les conversations devinrent plus brèves, les mouvements plus mesurés, les décisions plus rapides. Chacun savait qu'ils approchaient d'un point où observer ne suffirait plus. Dans la salle de contrôle, le signal était désormais surveillé en continu. Les fluctuations, autrefois à peine perceptibles, s'étaient densifiées,
Les intervalles entre les impulsions n'étaient plus aussi réguliers qu'au début. Il y avait des décalages, de petites anomalies qui ne correspondaient plus aux modèles établis. Un analyste superposa 2 séries de données. Ça, c'est hier, dit-il calmement. Et ça, aujourd'hui. La différence était minime, mais réelle. La seconde courbe semblait plus compacte, plus instable, comme si elle cherchait à modifier un schéma resté stable pendant longtemps. Ce n'est pas seulement une accélération, murmura quelqu'un. C'est une réorganisation. Dans le tunnel, les capteurs confirmaient cette impression. De légères hausses de température apparaissaient sur la surface de la barrière, presque imperceptibles mais constantes. En parallèle, l'intensité des vibrations augmentait légèrement. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour ne plus être ignoré. Un spécialiste fit un pas en arrière et regarda les autres. Si ça continue comme ça, on va atteindre un point où on ne pourra plus simplement observer. La question n'était pas si, mais quand, et ce qui se produirait ensuite. La direction de l'opération adapta immédiatement la stratégie. De nouveaux systèmes de surveillance furent installés, cette fois non seulement pour sécuriser le site, mais pour suivre les moindres variations internes. L'objectif avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de contenir, mais d'anticiper. Dans le même temps, des experts externes arrivèrent. Leur domaine dépassait largement la médecine légale classique. Ils examinèrent les données, puis posèrent des questions que personne n'avait encore formulées à voix haute. Et si ce système n'était pas isolé? Et s'il existait des connexions encore inconnues? Et si la barrière n'était pas une fin, mais un élément parmi d'autres? Ces hypothèses restèrent en suspens, mais elles influencèrent immédiatement les décisions. Le dispositif fut élargi, la surveillance renforcée. À l'intérieur de la maison, une nouvelle zone attira l'attention. Une petite pièce, jusque-là négligée, presque vide. Mais sur un mur, un panneau discret apparaissait. Pas un accès direct au tunnel, mais relié au même système. Les analyses révélèrent que des réglages y avaient été effectués. Des ajustements fins, des calibrations. Le vieil homme n'avait pas seulement écouté, il avait modifié. Dans quelle mesure? Impossible à dire, mais cela ouvrait une autre possibilité. Et si ce qu'il observait maintenant n'était pas un phénomène naturel? Et si c'était une réaction à quelque chose qui avait été altéré? Les derniers jours de la vie du vieil homme prenaient alors un sens nouveau. Les notes plus fréquentes, les corrections, les mentions d'irrégularité. Peut-être avait-il tenté de stabiliser le système. Peut-être avait-il compris que quelque chose changeait. Et peut-être que c'était précisément pour cela qu'il était descendu. Encore et encore, malgré son état. Pas par curiosité, mais par nécessité. L'idée qu'un seul homme ait pu, pendant des années, faire partie d'un tel système était difficile à saisir. Et pourtant, tout pointait dans cette direction. Puis, soudain, dans le tunnel, un événement se produisit. Un pic, bref. Plus intense que tout ce qui avait été enregistré jusque-là. Une fraction de seconde. Puis, le signal revint à son état précédent. Mais c'était suffisant. Dans la salle de contrôle, tout le monde s'immobilisa. L'enregistrement fut marqué immédiatement. Vérifié, comparé, aucune erreur, aucune interférence. C'était réel. Un technicien fixa l'écran. Ça ne fait pas partie du modèle, dit-il. Un autre acquiesça lentement. Non, c'est nouveau. L'information remonta immédiatement à la direction. Et cette fois, il n'y eut aucune hésitation. De nouvelles directives furent émises, claires, définitives. Le niveau de l'opération fut relevé. Les protocoles déjà préparés entrèrent en vigueur. Les détails ne furent pas communiqués à tous. Mais le changement était évident. Les déplacements devinrent plus coordonnés, les accès plus restreints, comme si tout le monde attendait ce moment depuis le début et qu'il venait d'arriver. Dans le tunnel, les regards se tournèrent une fois de plus vers la barrière. Elle n'avait pas changé, pas visiblement. Mais personne ne la voyait encore comme un simple objet. Elle était au centre de tout. Le signal continuait. Mais maintenant, il semblait différent. Pas plus fort, pas plus rapide, mais différent. Comme si quelque chose de l'autre côté ne se contentait plus de suivre un rythme. Comme si ça avait commencé à répondre. Les heures suivantes ne firent que confirmer ce que tous pressentaient déjà. Le signal continua d'évoluer, lentement, mais irréversiblement. Les modèles cessèrent de fonctionner. Les prévisions devinrent incertaines. Chaque nouvelle mesure s'éloignait un peu plus de tout ce qui avait été observé auparavant. Dans le tunnel, personne ne parlait plus. Tous regardaient la barrière, toujours scellée, toujours intacte et pourtant plus tout à fait immobile. Les capteurs enregistraient dans des micro-variations constantes, infimes, mais impossibles à ignorer, comme une pression, comme une présence. À l'étage, la dernière note du vieil homme fut retrouvée, une seule ligne, écrite d'une main tremblante. Trop tard pour arrêter. Elle fut lue une fois, puis plus personne ne parla. La décision fut prise sans annonce officielle. Le site serait entièrement isolé, indéfiniment. Aucune tentative d'ouverture, aucune interaction, seulement surveillance et attente. Car une chose était désormais claire pour tous ceux qui avaient vu les données.
Ce qui se trouvait derrière cette barrière n'était pas seulement enfermé, c'était encore actif et, lentement, cela se rapprochait.